Bon, j'imagine qu'on parle de lui aujourd'hui. Ah ouais, bah on est parti pour un sacré morceau, là. Salvador Dali. Ah, bah il en tenait une sacrée couche, le gars, hein. Entre ses fascinations, somme toute originales les unes que les autres, voire même ses obsessions, le fait qu'il parle de lui à la troisième personne, ou le fait, tout simplement, qu'il se prenait quand même clairement pas pour de la daube, ou bien au contraire. Salvador Dali, c'est un grand artiste, voire même le plus grand artiste de son temps. Bien sûr, avec le mouvement surréaliste, dont il sera une des figures les plus connues, sa méthode qu'il a créée lui-même. Mais c'est aussi, au-delà du peintre, un personnage qu'on peut qualifier de surréaliste. Et bien sûr qu'on va en parler de tout ça. Plongeons ensemble si vous le voulez bien. S'ils veulent pas non plus d'ailleurs. Oui. Dans la vie d'un homme qui va faire de sa vie une œuvre à part entière. Mais d'abord, avant de parler de Salvador Dali, va falloir faire un petit retour en arrière. Au tout début. La Terre, du temps où les dinosaures... Oula, pas besoin d'aller aussi loin non plus. Né un 11 mai 1904 à Figueras, dans une famille catalane plutôt aisée. Fils de Salvador Dali Icuzzi et de Felipa Domènech Ferres. Ah, il a le même nom que le papa, lui. D'accord. Il y vivra jusqu'en 1921. On va quand même s'intéresser un peu à son enfance, au garçon. Ah bah parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, hein. Parce qu'il avait un frère aîné, le garçon. Bon, il est mort, quelques mois avant sa naissance. À lui. Et il s'appelait, je te le donne en mille, Salvador Dali. Mais du coup, les parents... Ah bah les parents, ils étaient persuadés que... lui, c'était... le mort. Oui. À la boulette. Les parents étaient persuadés que Salvador était la réincarnation de l'autre Salvador, mort quelques mois. Ouais. Donc, Salvador pense que ce Salvador est la réincarnation de Salvador. Ah ouais, non mais ça commence bien, hein. Alors du coup, les parents, sûrs de la réincarnation de Feu, l'enfant qui... voilà, ils vont avoir les bonnes idées de lui montrer le tombeau de son frère, enfin de lui, du coup, bon, dans lequel il est enterré, en lui répétant bien que oui, c'est toi mon fils, c'est toi. Dans la maison familiale, bah c'est pas des photos de lui qu'il y a, c'est des photos de l'autre, vu que c'est lui. Il va porter les mêmes habits, enfin il aura les mêmes jouets, en fait ils ont fait un reset. Il y en a un, paf, l'autre arrive, poc, on remet au même endroit, on touche plus à rien, et on recommence. Oh bah t'imagines, toute ton enfance, on te dit « Ouais, bah t'es ton frère mort ». Ah bah ça doit laisser des traces, oui. Ah, et puis, comme si ça suffisait pas, il se pourrait qu'il se ressemblait un peu comme deux gouttes d'eau aussi, hein. Puis toute son enfance, du coup, c'était l'enfant réincarné, donc fallait en prendre soin, fallait pas qu'il claque d'un rhume comme l'autre, donc fallait le protéger, le surprotéger même. Et dans le temps, il s'avérera que ce soit vraiment le pourquoi du comment, l'excentricité. Mais on y reviendra. Bon, on part quand même déjà pas trop mal. Il manquerait plus qu'il s'entende pas trop avec ses parents, le garçon. Oh, essentiellement avec le papa, avec qui c'est... Bah oh, attends, fallait le voir, le garçon, aussi. Non, après, faut dire que les relations père-fils, mère-fils, étaient quand même diamétralement opposées. Bah, c'est-à-dire que Salvador Dali, le père... Non, mais on va s'y faire. On était sur un monsieur bien rigide, bien tendu. Attends, on parle de quoi là? Le père. Alors que sa mère, elle, bah, c'était l'inverse. Elle était très aimante avec son fils. Dès qu'il était petit, elle l'a toujours encouragé quand il voulait faire de la peinture, du dessin. Salvador Dali, le fils, ira jusqu'à l'ériger comme figure presque divine. Bon, après, le petit, fallait quand même le tenir, hein. Le gosse, il était capable de péter des colères, mais monumentales. Ça va péter. Et être doux comme un agneau l'instant d'après. Ah bah le gosse, c'était tout rien. Déjà tout petit, Dali, il avait une imagination... Oui, enfin comme tous les gosses de son âge quoi. Non mais lui c'était plus que les autres. Toujours plus Dali. Puis dès l'enfance, il va se prendre de passion pour le dessin, la peinture, avec les encouragements de maman, pas forcément ceux du père. On parle quand même d'un gamin de 6 ans qui va dire à ses parents « Je serai un grand artiste ». Hein, visionnaire le gamin. Et c'est aussi à 6 ans qu'il va vendre son premier dessin. Pour pas grand chose, certes. Un voisin. Bon, en attendant, quelqu'un en a fait autant ici? Non, pourquoi? Bon, après, plus tard, le père va le pousser un petit peu aussi du côté artistique, hein. Ah bah, tu te doutes bien que le gosse, il est pas mauvais non plus, hein. Ah bah, le daron, il a flairé le truc, hein. Mais le papa, tu vois, il va plus le pousser du côté professoral du truc. Professeur d'art et pas juste artiste peintre, tu vois. Oh, ça ferait joli dans le pédigré de la famille, hein. Pas visionnaire, le papa, par contre. Bon, et du coup, il se passe quoi d'autre, jusqu'en 1921? Oh, pas grand-chose, il fera comme d'hab tout pour se faire remarquer, un peu comme d'habitude, depuis qu'il est gosse. Comme il dira plus tard, je jouais au génie. Il se construit sa petite personnalité, avec ce petit côté excentrique, qui commence à le gratter, là. Ah si, il va faire sa première exposition à 15 ans. Là non plus? Personne? Non. Au théâtre municipal de sa ville. Le même dans lequel plus tard il fera son théâtre-musée. Puis je crois que c'est tout, hein. Ah si, sa mère va sauter les piquets et il va se faire dégager petit à petit de la maison par son père. Attends, quoi? Bah oui, bon, en 1921, sa mère,
meurt La mort. lorsqu'il aura 16 ans. Et là, ça va être un sacré choc pour Dali. Même plus tard, dans ses mémoires et en interview, il dira que ça aura été vraiment la plus grosse douleur de toute sa vie. Pas bien longtemps après ça, donc l'histoire d'à peine quelques mois, son père va se marier avec sa belle-sœur, la sœur de sa femme précédemment décédée. Ouais. Voilà. Bon bah t'imagines bien que le Salvador, la situation, ça lui plaît pas trop. Nique ta mère. Et ça reste une période où il va se sentir encore plus incompris dans sa chair. Et c'est à partir de là qu'il va vraiment commencer à se créer ce personnage qu'on connaît. À l'âge de 17 ans, il déménage pour Madrid, suite à son entrée aux Beaux-Arts. Bon, on y est, Dali débarque aux Beaux-Arts. Et clairement, le gars passe pas inaperçu. Comme je t'ai dit, il va commencer à créer son personnage, s'habiller de façon très extravagante aussi. Ça lui arrive de venir avec une cape. En attendant, là-bas, il étudiera plusieurs styles différents. Cubisme, réalisme, impressionnisme et tout. Et d'autres trucs en isme. Il va s'y faire quelques copains, dont le fameux Federico Garcia Lorca, un poète avec qui il va se créer une amitié très forte. Très ambigu aussi. Bon, ambigu non, tout est relatif, parce qu'en fait, pas vraiment. Lorca était ouvertement amoureux de Dali. Selon les dires de Dali, il y aura eu tentative de zizi touche-touche. Et encore selon Dali, ça n'aurait pas fonctionné pour des raisons mécaniques. Après, Dali expliquera plus tard que c'était plus un genre de relation amoureuse platonique, intellectuelle, tout ça. Bref, pendant ses études, Dali est un élève brillant. Mais alors, qu'est-ce qu'il est chiant le gars, c'est un enfer. Ah, pour ses profs, le mec c'est un cauchemar. En 1923, il va se faire virer temporairement, revenir, et en 26, c'est l'exclusion définitive. Alors, il devait passer des évaluations pour son diplôme, évaluation à laquelle il n'est pas allé. Ne pas aller aux évaluations lui a valu une convocation. Alors, convocation à laquelle, cette fois, il a répondu. Et devant le jury qui lui demande des comptes pour son absence. Et il leur répondra tout simplement qu'aucun professeur ici n'est assez compétent pour m'évaluer. Tu es nul à chier, patate. Dans la même année, 1926, il va faire son tout premier voyage à Paris, période où il va sérieusement commencer à explorer le surréalisme, et c'est là qu'il va finir par définir sa méthode, qu'il appellera sobrement la méthode paranoïaque critique. À Paris, il fera également la rencontre de El Famoso Picasso, dont il admire le travail, duquel il s'inspirera parfois, et sur le temps long, ils resteront quand même de bons amis, et Dali parlera souvent de Picasso dans ses interviews pour expliquer lui sa démarche à lui. Alors en 1929, il intégrera officiellement le mouvement des surréalistes grâce à un certain André Breton. Et bien sûr, cette même année, il va rencontrer Gala. Alors, Dali, Gala, on va s'y attarder un petit peu. Faut bien se dire qu'à partir de ce moment-là, les deux sont indissociables. 50 ans de mariage. Et c'est également l'année où avec son père, c'est définitivement, ça y est, c'est finito pepito. Aux yeux de son père, Dali est parti beaucoup trop loin dans ses provocations. Sa rencontre avec Gala, les scandales, les folies de Dali. Mais la goutte de trop, ce sera un dessin qu'il a réalisé à l'encre, sur lequel il est inscrit « Parfois je crache par plaisir sur le portrait de ma mère ». Quand on cherche, on trouve. Bon, évidemment, t'auras compris qu'à partir de là, c'est la rupture. Dali est littéralement renié par son père, banni de la maison familiale, mais Dali, à partir de là, est totalement libre, et plus libre que jamais. Du coup, en 1929, il fait la connaissance de celle qui deviendra sa femme, Gala, de son vrai nom, Elena Ivanova Diakonova, qui à ce moment-là est déjà mariée. Un petit poète pas très connu, jamais entendu parler. Paul Éluard. Ah non, mais le monde est petit, hein. D'ailleurs, en vrai, attends, petite parenthèse, parce que je trouve ça fou. Parce qu'à l'école, tu apprends Paul Éluard, des artistes, des écrivains, des peintres, etc. Tu fais pas forcément le rapprochement que les gars sont contemporains les uns aux autres. Tu raccroches pas forcément les wagons. Et puis on ne précise pas toujours que les gars se sont côtoyés en plus, la plupart. Que les mecs se connaissent. Enfin bref. Du coup, ils se rencontrent à un dîner où Dali va inviter Paul Éluard et Gala. Le bruit courait déjà que Madame Éluard, du coup, n'était pas la femme la plus fidèle qu'on ait trouvée sur Terre, effectivement. Du coup, bon bah Dali tombe raide fou de cette dame-là. Il va la peindre, l'intégrer dans ses peintures comme figure mystique voire religieuse. Gala deviendra littéralement la muse de Dali. Bon, ce sera pas la seule avec le temps, hein, mais c'est la muse originelle. Et également aussi son manager à temps plein, c'est elle qui va négocier en partie ses contrats, les prix de vente, etc. Alors, dans une interview, Salvador Dali racontera que la première fois, ou l'une des premières fois où il a vu Gala, c'est qu'il a ouvert la porte, et elle était cul nue, en fait, devant lui. Et là, t'as Salvador, il était là en mode... Vous avez une paire de fesses hallucinantes. On y goûterait volontiers. Non, en fait, pas du tout, il s'est couvert de crottes de chèvre, de trucs pourris, etc. Et... voilà. Toutefois, il faut savoir que mine de rien, le couple Dali-Gala, il va quand même vachement fasciner. Et aussi en choquer quelques-uns. Car Gala est de 10 ans l'aîné de Dali. Ah, encore 15 ans d'écart et il aurait pu être président. Mais non, pour ça, il aurait fallu qu'il soit mineur. Ah ouais.
Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Gala, c'est aussi une femme très libre, très indépendante. Ils vont vivre un peu de manière excentrique, un peu provocante. Ah bah, on parle toujours de Dali, hein, avec leur lot de scandales et de rumeurs en tout genre. Par exemple, Dali ayant une sexualité prétendument compliquée, il le dira lui-même, c'était vraiment quelque chose qui l'effrayait. Ils étaient bons pour accord que, bon bah, Gala puisse aller s'amuser, mais uniquement si Gala restait sa muse. D'accord, faisons comme ça. Nous sommes maintenant en 1934, Dali et Gala vont se marier une première fois civilement, et Dali va se faire gentiment exclure du groupe des surréalistes, par André Breton, et il se serait pointé à sa convocation avec un peignoir et une barbe pole dance. Alors, les motifs de son exclusion. Certaines prises de position, une certaine fascination pour un personnage moustachu, avec des idées politiques un petit peu controversées à ce moment-là. Oui, Salvador Dali avait une certaine obsession pour le nazisme, et plus précisément Adolf Hitler, choses qui seront retransmises dans certaines de ses peintures. Il aura aussi déclaré que Moustache, lui, apparaîtrait de façon érotique dans des rêves, entre autres. Bon, il se défendra au groupe en disant que c'est pas l'idéologie qui le fascinait, mais d'une façon plutôt esthétique. Bon, tu me diras, on peut encore s'habiller en Hugo Boss et rouler en Volkswagen. Hein. Pour un exemple à la con, c'est vraiment un exemple à la con. On lui reproche également son amour de l'argent, de l'or, sa fascination pour les modèles de pouvoir, les symboles de pouvoir, tout ça. Mais ce qu'on lui reprochera le plus, c'est son refus catégorique de s'impliquer politiquement aux côtés des communistes avec le reste du groupe. Donc t'imagines bien qu'entre le groupe et Dali, les idées politiques et les idées tout court étaient quand même relativement différentes. Il se défendra également en disant que le surréalisme, eh bah c'est lui. Le surréalisme, c'est moi! La République, c'est moi! C'est moi! Et qu'il est le plus surréaliste de tous. Bon, pas sûr qu'on puisse lui donner tort. Et qu'il est justement le plus surréaliste de tous, parce qu'il ose aller là où les autres s'arrêtent, même dans l'inconscient le plus dérangeant. On arrive maintenant fin des années 30, et là normalement si t'as suivi tes cours d'histoire, il va se passer des trucs, le petit moustachu, la Seconde Guerre mondiale éclate, et l'Espagne de Franco, bah c'est pas la joie non plus. Et c'est donc l'heure pour nos amoureux de fuir aux États-Unis. Dali débarque chez l'oncle Sam, et alors là, sa carrière explose. Alors comment te dire, autant en Europe, il commence à être bien connu, mais alors avec les États-Unis, sa carrière va s'envoler. Il va devenir un personnage médiatique incontournable, parce qu'en Europe, le surréalisme, on connaît, mais aux États-Unis, il va s'en mettre mais plein les poches. Ah, il va vivre sa meilleure vie, hein. Entre les interviews complètement lunaires, les collabs avec les marques de luxe, il va bosser avec des célébrités. Et contrairement en Europe, où là-bas, bon, Dali, voilà, bah les ricains, eux, ah, il l'aime bien. Ah, je peux te dire que là, il va pas s'arrêter à la peinture. Hein. Bref, après son arrivée aux États-Unis, le mec, il pèse. Mais de l'autre côté de l'océan, on continue à lui reprocher son appât du gain, son amour pour l'argent, son excentricité. Et on va jusqu'à le surnommer Avida Dollars, anagramme de Salvador Dali, pour dénoncer son obsession de l'argent. Mais on parle de Salvador Dali, là. Il s'en fout. Il aime l'argent, et il s'en cache pas, bien au contraire. Et c'est après quasiment 10 ans d'exil aux États-Unis qu'il repose enfin ses valises en Espagne, en 48. Et le gars, bah, il est plein aux as, hein. Mais en lui, il y a un petit changement qui s'opère. Le surréalisme, qu'il va considérer déjà comme dépassé, hop, il va y mettre de côté, et il va revenir à un art plus classique, avec des figures plus mystiques, religieuses, avec une inspiration de la Renaissance. Et Dali, à ce moment-là, il y a encore autre chose qui lui plaît bien, c'est la physique quantique. D'où le fait qu'on ait de lui des œuvres mêlant science et spiritualité. Une période qu'il va nommer lui-même mystique nucléaire. Ce qui l'aurait le plus influencé dans cette voie-là, ce seraient les 2 bombardements qui l'auraient profondément marqué. Et à cette période-là, en Espagne, et bah, là où d'autres fuient encore le franquisme, lui ça va. C'est bon, il aime bien. Et il va même recevoir les honneurs officiels du gouvernement. Au-dessus, c'est le soleil. Bon, et puis à partir de là, bon, bah, déjà qu'il s'était fait virer du groupe des surréalistes, là ça y est, c'est le pestiféré de tous ses compères. Ah bah la plupart vont carrément couper les ponts avec. Alors autant le gars il est rogné, méprisé, etc. T'inquiète pas que le succès lui il est toujours au rendez-vous. Hein. Ah bah attends, il est de retour à la maison, il est plein aux as, il est dans son petit atelier en bord de mer, petit cocktail, les tapas, les pubs. Ah bah non. À cette période-là, il va nous pondre certaines de ses toiles les plus connues. Bon, et puis on parle toujours de Dali, hein, donc il va quand même toujours faire des interviews toujours un peu plus bizarres ou lunaires les unes que les autres. Les gens ont tendance à se foutre un peu de sa gueule. Les journalistes aussi. On lui dit qu'il a toujours une attitude qui choque le monde, machin. Bon, le mec s'en fout, de toute façon, il est plein. Plus tard, il va aller carrément jusqu'à acheter un château à sa femme. Et c'est donc le moment pour eux de vivre la vie de château. Ah bah non, elle va vivre la vie de château. Effectivement, en 69, il va acheter le château de Poubol, qu'il va restaurer entièrement et décorer
à la Dali. Alors imagine-toi un château sorti de la tête de Dali. Et du coup, Salvador, pour y aller, devait impérativement avoir une invitation écrite de sa femme. Là, ça donne envie. Hein. Puis de son côté, Gala... Ah elle va se faire plaisir la coquine. Hein. Attends, madame n'est plus toute jeune, mais t'inquiète pas qu'elle va pas se gêner. Hein. Il se pourrait qu'elle avait tendance à vivre entourée d'hommes, de jeunes hommes. Dali, il vit sa vie de Dali, hein. Les choux, les cornes de rhinocéros... Oui, non, pardon, nouvelle obsession débloquée. Bref, Dali fait du Dali, il parcourt le monde, il travaille toujours avec beaucoup de monde, du moment qu'on le paye bien, et tout roule. Jusqu'en 82, où Gala meurt. Et à partir de là, c'est le début de la fin pour Salvador. Sa muse, sa reine, sa déesse n'est plus. La mort. Et tu te doutes bien qu'évidemment, il va très mal le vivre. Il la fera enterrer dans son château, où il va y habiter quelques temps. Là, il va sombrer dans une énorme dépression. Il va quasiment arrêter de s'alimenter. Lui-même vieillit et s'affaiblit. Il a pas mal de soucis de santé, des problèmes cardiaques, Parkinson. Il vivait littéralement reclus dans le noir, entouré de machines médicales. Et en 84, il se sort d'une première insuffisance cardiaque. Cette même année, sa chambre prend feu, avec lui à l'intérieur, où il sera quand même gravement brûlé. Bon, certains pensent qu'il aurait tenté de mettre fin à sa vie. Et finalement, il décédera le 23 janvier 1989, à l'âge vénérable de 84 ans. Salvador Dali sera enterré dans son propre musée, à Figueras, et c'est ainsi que s'achève la vie d'un homme qui aura vécu sa vie comme une œuvre d'art. Alors, je pense qu'on pourra dire que surréaliste est effectivement un mot qui correspondra au personnage dans sa globalité, aussi bien dans son œuvre que dans sa vie. Bon, et puis bien sûr, il y a énormément d'anecdotes le concernant. Se pourrait-il qu'il y aurait eu éventuellement un triangle amoureux, fin des années 60, où il va faire la rencontre de la fameuse Amanda Lear, chanteuse, actrice, mannequin, mais surtout une des muses de Dali. 15 ans. Pendant 15 ans, quasiment, elle va rester la muse de Dali. L'accompagner dans ses voyages, poser pour lui, devenir en quelque sorte l'ambassadrice de l'univers Dali. Mais y a-t-il eu la chose? Y a-t-il eu, le coït? Est-ce qu'il lui a planté le javelot dans la moquette? A-t-il trempé le biscuit? Lui a-t-il explosé le terrier? A-t-elle senti quelque chose? Excuse-moi. On reprend. Quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Eh pas du tout. Attends, on parle de Salvador Dali, là. On est déjà même pas sûr qu'il ait touché sa propre femme. Non, si, quand même, j'abuse. Et il le dira lui-même dans plusieurs interviews. Il n'aura couché qu'avec Gala. De toute façon, c'est pas compliqué. Dali, ce qu'il aime le plus, c'est simple. Gala, l'argent. Voilà. Les autres, on s'en fout. Bref, non, avec Amanda Lear, on parle d'une relation plutôt intellectuelle, artistique. Pour lui, ses muses et même les autres grandes femmes étaient plutôt des œuvres d'art vivantes, en fait, des sculptures animées. Il va la faire rentrer dans plusieurs cercles artistiques, lui donner une certaine notoriété quand même. Il ira jusqu'à l'appeler mon invention. Bon, elle-même racontera plus tard qu'en effet, Dali, c'est lui en partie qui l'a aidé à se construire, aussi bien sur le plan personnel qu'artistique. Dali, il a toujours été entouré de femmes incroyables, de très belles femmes de leur époque, actrices, mannequins. Mais sa vision, c'était vraiment autre chose. C'était vraiment, comme dit précédemment, c'était vraiment des sculptures vivantes, c'est des icônes. Pendant que sa femme gérait le business. Et au fait, du coup, la paternité chez Dali, zéro, que dalle. Pas l'envie non plus d'en avoir. Ah, il le dit lui-même, il va avoir des gosses. Gala, elle, par contre, avait une fille de son précédent mariage avec Paul Éluard. Cécile, de son petit nom. Ah il a absolument pas cherché à élever la fille de Gala, ou même d'avoir un lien réel avec. Quelquefois, il y a eu des rumeurs de paternité plus tard, mais rien n'a jamais été prouvé. On ira quand même jusqu'à l'exhumer en 2017, pour un test ADN qui s'avérera, négatif. Bon, alors pour les deux du fond, exhumer, ça veut dire déterrer. Ou dans son cas à lui, plutôt enlever dessous le plancher. D'ailleurs, ça a donné lieu à une sacrée histoire, ça aussi, parce qu'il se pourrait, en effet, lors de l'exhumation, ses moustaches étaient encore nickel. Le directeur de la fondation Dali a témoigné en disant « Ses moustaches étaient intactes à la perfection ». Bon, il se pourrait que le corps était dans des conditions idéales de momification, et que la laque extra forte et la cire auraient aussi eu un certain rôle à jouer. Vrai ou pas, je trouve ça génial. Et maintenant, aujourd'hui, il reste quoi de Dali? Plein de choses en fait. Déjà que c'est un artiste qui date seulement du siècle dernier, et très grandement connu. Puis évidemment, le personnage en lui-même. À lui seul, le mec était un mème avant l'heure, quoi. J'en reviens à sa moustache, mais si Dali était une entreprise, la moustache, c'était carrément le logo. Quand un journaliste lui avait demandé à quoi elle lui servait, si elle avait une signification particulière, il lui a répondu que sa moustache était des antennes qui captaient les idées. Bon, bien sûr, il a inspiré les masques de la série La Casa de Papel. Son musée-théâtre, qu'il a conçu lui-même, attire toujours plein de touristes. Alors je précise qu'il est quand même censé être enterré dedans, sous la scène du théâtre. Bon, t'as déjà bouffé des sucettes choupa choups. Le logo vient de lui, c'est lui qui l'a dessiné. Donc on est d'accord que si on y réfléchit 2 secondes, techniquement c'est le mec qui a été le plus... Ne termine pas cette phrase. Il a fait de la publicité pour les voitures, pour plein de trucs, les chocolats Lanvin. Il y a des références le concernant dans certaines pubs de parfums, d'habillage, etc. Il a inspiré plein de monde, que ce soit Jean-Paul Gaultier, Andy Warhol, pour ne citer que. Il a bossé avec Hitchcock.
avec Walt Disney. Maintenant, il y a même des NFT à son effigie. Des IA aussi. Un peu comme maintenant les IA qui copient le style Ghibli. Enfin bref, il s'est pas contenté de marquer le monde de l'art. Le type, il a juste infiltré la pop culture, la mode, la musique, le cinéma, et au final, même les réseaux sociaux. Tu veux fuir Dali? Trop tard, il est partout. Mais il est même pas mort en fait, il a juste changé de format. Puis c'est pas tout, bon, il était fasciné par Freud et la psychanalyse. Bon, à savoir que le mouvement surréaliste provient quand même principalement de ses écrits aussi. D'ailleurs, il le rencontre en 1938. Il avait un chat, nommé Babou. Un gros chat. Un oslo, pour être plus précis. Un gros chat de 8 à 16 kilos. Il était fasciné par la mort, du moins la putréfaction, la décomposition, le temps qui se désagrège. Et ça depuis son enfance, où il regardait calmement les animaux morts se faire bouffer par les insectes. On retrouve pas mal de ces aspects dans ses tableaux. Alors, il aurait signé des toiles blanches, pour les revendre derrière. Il a travaillé avec Coco Chanel, chez laquelle il a résidé quelques jours. Coco Chanel qui l'a sûrement traumatisé. Elle l'aurait surpris en train de peindre un matin avec de la matière fécale, d'animaux. Tu te doutes bien qu'elle lui a forcément demandé d'arrêter ça parce que c'est quand même dégueulasse. Et il lui aurait sorti « Ma chère Coco, c'est une couleur divine et naturelle ». Enfin bref, c'est qu'une petite partie de ce que j'ai pu trouver sur lui, et clairement allez faire des recherches par vous-même, vous allez pas être déçus du voyage. Maintenant on peut quand même se poser une question, est-ce que Salvador Dali n'avait-il pas des troubles psychologiques? Est-ce que le mec n'était pas juste tout simplement un peu taré? Oui, un peu, oui. Oui. Ah, puis il s'en cachait pas non plus, il les connaissait très bien. Entre ses troubles narcissiques, certains troubles délirants, voire schizotypiques, ses nombreuses obsessions. Mais bon, on parle quand même du mec le plus excessif et le plus excentrique de son domaine. On sait très bien qu'il adorait jouer avec les ambiguïtés, qu'il appréciait aussi provoquer et choquer intentionnellement. Alors pourquoi tout cela ne serait juste pas son personnage? Pourquoi il en aurait pas juste joué volontairement? Et bah pourquoi pas. À ce sujet, moi je vous laisse avec cet extrait d'une interview. Abonne-toi, dis-moi ce que tu penses de cet homme en commentaire, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. J'ai vécu toute mon enfance et toute mon adolescence avec l'idée que je formais part de mon frère mort. C'est-à-dire que je portais dans mon corps et dans mon âme le cadavre agrippé de ce frère mort parce que mes parents parlaient constamment de cet autre Salvador à propos de moi en disant il ne faut pas que ça arrive comme Salvador qui était enrhumé, il faut le mettre cache-nez. Enfin, j'étais tout le temps qu'on parlait de moi, on parlait de l'autre. Alors, pour me séparer de cet autre frère mort, j'étais obligé justement à jouer au génie dans le sens d'affirmer toutes les minutes que moi je n'étais pas de l'autre, que moi j'étais pas mort. Et alors j'étais forcé de commettre et de perpétrer tous ces genres d'excentricité, que c'est le côté loufoque que les gens croient voir dans Dali, et que justement c'est le côté le plus tragique de mon existence, puisque toutes les semaines, j'ai dû affirmer pour m'en convaincre moi-même que je n'étais pas l'autre, que moi j'étais le frère vivant